Voilà, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux d'accueillir Anne-Dauphine Jullian. Ce livre a accompagné la librairie pendant ces derniers mois, et au-delà d'un succès commercial, c'est toujours important pour tout le monde. Et on est très heureux pour l'auteur, pour l'éditeur et pour nous. Au-delà de ça, évidemment, il y a eu un vrai phénomène autour de ce livre. Voilà, on est très heureux de recevoir Anne-Dauphine Jullian. Et je suis, à titre personnel, très heureux que ce soit Anne Gavini, rédactrice en chef à Famille Chrétienne, qui est une personne que j'aime beaucoup. Je suis très heureux qu'elle soit là ce soir pour m'éviter un peu de travail et me permettre de passer une très bonne soirée. Donc merci Anne, et je te laisse le micro. Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Dauphine. Anne-Dauphine, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. C'était il y a 3 ans, ça se passait à Radio Notre-Dame. Anne-Dauphine était venue pour témoigner dans une de mes émissions. Elle était venue rencontrer une journaliste et en fait c'est une maman qu'elle a rencontrée. Et je pense que vous, ça vous a fait la même chose. Vous avez ouvert un livre probablement une fois, vous allez le faire après. Un livre témoignage, peut-être que ça va changer votre vie. En tout cas, ça a changé mon regard sur la vie et probablement sur la vie de bien d'autres. Et puis le regard sur la fragilité aussi. Alors ce livre, c'est 2 petits pas sur le sable mouillé. En quelques mois, ces 2 petits pas nous ont fait faire un bond au-delà des frontières. 2 petits pas qui ont rejoint Montréal, l'Angleterre, le Japon. 2 petits pas qui ont rejoint toutes les cultures, toutes les obédiences, toutes les croyances, tous les cœurs. Alors voilà. Merci Anne-Dauphine. Je vais me faire discrète, ça changera. Avec une première question qu'on se pose un peu tous. Un petit témoignage de vie, un témoignage d'une grande vie et un si grand succès. Alors pourquoi ? Alors d'abord, au tout début, quand j'ai écrit ce livre, ça n'en était pas un. C'était juste l'expérience d'une vie que j'ai voulu partager avec un petit bonhomme, un tout petit bonhomme qui va bientôt fêter ses 3 ans. C'est mon fils Arthur, mon petit dernier, qui est né 1 an après la mort de sa sœur. Et un jour, j'ai réalisé, non pas qu'il ne connaissait pas Thaïs, ça je pense qu'il y a une façon à lui de la connaître, mais surtout qu'il n'avait pas vécu tout ce qu'on avait vécu et tout ce qui avait vraiment changé notre vie, et positivement changé notre vie. Et j'ai eu envie de lui livrer ça, lui offrir un cadeau, alors pas pour aujourd'hui, il est trop petit, mais pour plus tard. Et puis après, de fil en aiguille, je l'ai quand même partagé avec mes proches, un peu pour qu'ils retrouvent Thaïs à travers ses pages. Et un jour, plusieurs événements m'ont poussé à partager avec d'autres, avec des inconnus. Alors c'est pas facile de raconter sa vie à d'autres, c'est pas facile de partager comme ça l'un des périodes les plus incroyables d'une vie, les plus dures aussi. Mais je crois que j'ai eu envie de le faire, non pas pour vous faire entrer dans mon intimité, mais pour vous inviter chez moi, un petit peu, quelques heures, je crois, il faut quelques heures pour lire ce livre, et pour vous inviter à découvrir l'expérience, pas d'une maladie, mais l'expérience d'une vie qui nous fait croire que le bonheur et la souffrance ne sont pas incompatibles. Alors précisément, quand on vous lit Anne-Dauphine, on pleure un peu, on sourit aussi, souvent. Comment expliquez-vous finalement que la joie, et j'assume ce mot, la joie soit presque le fil rouge de cette histoire si douloureuse ? Parce que je crois que cette vie-là, cette vie aussi inattendue, on a décidé de la vivre vraiment pleinement. Donc notre fille Thaïs était atteinte d'une maladie orpheline rare, dégénérative, catastrophique, une leukodystrophie métachromatique. On l'a su le jour de ses 2 ans, et ce jour-là, on a su qu'elle n'avait plus que quelques mois à vivre, au mieux quelques années. Et en fait, je crois que par amour pour elle, par amour pour notre famille et nos autres enfants, on a tout fait pour que la leukodystrophie ne soit pas la définition de notre vie, pour que ce soit une composante, une triste composante dans notre vie, mais qu'il y ait encore toute la vie. Et dans ce cas-là, on accepte aussi la joie. Et on l'accepte d'ailleurs le jour de l'annonce de la maladie. Parce que... On peut y revenir sur cette annonce. Oui. Ça a été, il y a un avant, il y a un après, le sol s'est échappé sous vos pieds.
Et immédiatement, il y a quelque chose qui vous a été donné. Alors je ne sais pas si on peut parler d'une force, d'une grâce. En tout cas, il y a eu une espèce de grand naturel. Vous vous êtes retourné vers Thaïs et vous lui avez dit, en substance, hein, j'ai lu sous les yeux, mais voilà. Vous lui avez dit, Thaïs, ta vie ne sera pas celle d'une petite fille comme les autres, mais ta vie sera belle et elle sera pleine de vie. Et vous ne lui avez rien caché. Vous lui avez dit, tu ne marcheras plus, tu ne parleras plus, tu ne pourras plus avoir accès à finalement aucune des libertés que des petites filles peuvent avoir. Alors, comment on a ce naturel et cet instinct de dire la vérité à une petite fille qui va très bien? Vous auriez pu finalement décider de lui cacher au moins quelque temps. Oui, mais on ne voyait pas l'intérêt de lui cacher. À 2 ans, les enfants ont absolument confiance en leurs parents, et Thaïs aussi. On n'allait pas abîmer cette confiance. Et puis lui cacher pourquoi c'était une réalité. À partir du moment où nous on le savait, c'était sa vie. C'est vrai que c'est difficile à accepter, mais c'était totalement sa vie. Et lui cacher pourquoi? Parce que c'est tellement horrible qu'on n'ose pas lui dire. Je crois que non, on a tellement essayé de rapidement voir des belles choses que bien sûr qu'on lui a dit. Et oui, on lui a un peu décrit ce qui allait se passer. Enfin, on a surtout repris les mots des médecins qui avaient expliqué devant elle tout ce qui l'attendait jusqu'à sa mort. Et on a repris ces mots en ajoutant juste quelque chose, c'est que aucune de ces pertes, aucune de ces dépendances ne nous empêcherait jamais, jamais de l'aimer. Quelle que soit sa situation, quelle que soit sa dégradation physique, on l'aimera toute notre vie et toute la sienne. Et je crois que c'est vraiment ça la vie de Thaïs. Oui, c'est certainement la croix de cette maladie qui a tout emporté chez cette petite fille, sauf sa vie, sauf son âme d'enfant. Et donc il y a une part de joie dans cette vie-là aussi. Il y a aussi son papa qui est là, du début à la fin, qui n'est pas là ce soir avec nous, mais qu'on voit souvent à vos côtés, y compris d'ailleurs dans les témoignages que vous pouvez faire auprès de vos lecteurs. Votre mari Loïc le vit à sa manière, différemment, mais on a le sentiment que tous les deux, vous avez eu cette immense chance finalement d'être à l'unisson et de vous compléter quasiment sans vous parler. Ouais, je crois que c'est pas qu'une chance. Alors c'est sûr que quand on a appris la maladie de Thaïs, nous ça faisait que 5 ans qu'on se connaissait. Alors c'est sûr qu'on était encore fou amoureux. On l'est toujours, hein, mais après 5 ans, voilà, on est encore dans l'élan du début d'une relation. Et on s'est vite rendu compte que cet amour-là, il suffisait pas. Il suffisait pas à tenir tout le long d'une épreuve comme celle-là. Et c'est pas qu'une chance, c'est une décision. C'est un acte de volonté, je vous assure. Un acte de volonté qu'on a répété tous les jours, qu'on continue d'ailleurs, bon, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, de se dire, quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Et pour rester ensemble, c'est pas juste on reste côte à côte pour gravir cette montagne, c'est vraiment, on est encordés. Le bonheur de l'un dépend du bonheur de l'autre. Et on apprend à s'écouter, on apprend à se consoler. Et ça, je crois que c'est l'une des choses les plus intimes et les plus incroyables comme expérience, c'est de consoler l'homme qu'on aime qui pleure, qui souffre différemment de notre façon, enfin de ma façon à moi de souffrir. On a toujours essayé d'avancer ensemble pour que, aussi pour le bonheur de Thaïs et pour éviter l'effet domino des épreuves et que cette épreuve un jour nous sépare. Je crois qu'elle nous a bien rapprochés. Alors Loïc, elle a dit toujours qu'on est ensemble pour l'instant. Au début, je m'en suis un peu offusquée et c'est vrai, il a raison d'apporter cette précision. Parce que c'est pas parce qu'on a vécu une telle épreuve ensemble que ça y est, on peut se dire, bon, allez, pour les 50 prochaines années, c'est gagné. Non, on remet tous les jours notre ouvrage à l'œuvre. Vous avez acté la maladie de Thaïs, peut-être sans se projeter précisément sur ce qui allait arriver. Vous avez choisi de la vivre au jour le jour et vous le dites. Chaque matin, je prends la décision de ne vivre que cette journée-là, sans me projeter. C'est une question de survie, ça? Ah oui, je crois que c'était pour pas devenir folle. Parce que ce qui nous attendait, c'était tellement épouvantable, c'était un cataclysme. Au début, évidemment, dans les premières heures, j'ai tout imaginé. J'ai imaginé Thaïs sourde, muette, aveugle, je l'ai imaginé paralysée, je l'ai imaginé plus là. Et j'ai souffert, alors qu'à l'instant, tout ça n'existait pas. Et on s'est vraiment, et Loïc a pris ce même rythme que moi, on s'est dit jamais plus loin que le jour. En fait, on a adopté tout simplement le rythme des enfants. Tous les enfants vivent comme ça, ça les inquiète pas trop ce qui va se passer demain. Ils s'intéressent un peu à ce qui s'est passé hier, mais ce qui les concerne vraiment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on a fait ça. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Et ça permet
de vivre réellement la souffrance quand elle est difficile, mais vraiment la gardant bien cantonnée. Et ça permet aussi de vivre la joie. Ça permet de se dire que si aujourd'hui c'est une bonne journée, qu'on se réveille de bonne humeur, qu'il n'y a aucun événement perturbateur, on peut être heureux toute cette journée. Et puis si le lendemain on est triste, mais on a toujours le souvenir du bonheur d'une journée. Et pourtant le temps vous bouscule sans arrêt. La maladie s'invite alors que vous pensez être dans une période un petit peu plus douce, un petit peu plus tranquille, un peu apaisée. Le temps vous convoque sans arrêt. Le temps éclate aussi la famille parce qu'il y a un épisode notamment qui est c'est inimaginable pour moi qui vous parle, mais peut-être pour tous ceux qui vous écoutent. Ce temps où vous avez Thaïs qui est à l'hôpital parce que la maladie est déjà bien avancée, et puis la naissance d'Azilis, cette deuxième petite fille. Voilà, on vous annonce qu'elle aussi est malade, sera malade. On vous propose une greffe, c'est une tentative un peu folle qui vous nécessite que vous partiez loin, jusqu'à Marseille, tous ensemble. Et puis à ce moment-là, vous avez 2 enfants et vous racontez très bien. On passait notre vie à l'hôpital. Thaïs était au premier, Azilis au second. Et Gaspard à la maison. Et Gaspard à la maison. C'est vrai que le temps, il nous bouscule tout le temps. C'est vrai qu'il nous oblige chaque jour à revoir ce sur quoi on se reposait. On a l'impression d'être tout le temps ballotté de droite à gauche, de jamais pouvoir se reposer. Alors ça, c'est une véritable épreuve, parce que ça engendre énormément de fatigue. Et ça oblige à s'adapter tout le temps aux nouvelles circonstances, d'autant que la maladie de Thaïs a évolué à une vitesse complètement fulgurante. C'est-à-dire qu'en 9 mois, d'une petite fille normale avec juste un petit pied qui tournait, on se retrouve avec une petite fille au stade terminal de sa maladie, qui peut mourir à tout instant. Alors ça oblige, oui, à jamais se reposer sur ses lauriers, à toujours avec un fil conducteur, c'est cet amour qu'on a. Donc à chaque fois que la situation évolue, on se demande maintenant comment on fait pour l'aimer au mieux, comment on fait pour la rendre heureuse au mieux. Elle vous a beaucoup aidé, Thaïs. Vous parlez de cette immense confiance qu'elle a en vous, en la vie. C'est presque troublant pour un lecteur. On a le sentiment que cette petite fille est portée par quelque chose qui nous dépasse complètement. Je crois que Thaïs a accepté sa vie, et je vais même aller un petit peu plus loin, elle a consenti à cette vie-là. Elle a vécu sa vie, elle n'a pas subi un seul jour de cette vie. Alors elle a souffert, c'est incontestable. Le petit-trophy engendre des souffrances qui ne sont pas quantifiables sur l'échelle de la douleur, mais elle a aussi joué, elle a aussi eu des moments de vraie petite fille, juste de petite fille, et avec cette confiance en nous, parce qu'elle a su qu'on l'aimerait quoi qu'il arrive, on lui a dit, redit, tous les jours, et plus elle était démunie, plus on lui redisait à quel point on l'aimait et que quoi qu'il arrive, on l'aimerait. Et elle a eu cette confiance. Je crois qu'elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle savait que sa vie c'était ça. Elle ne savait pas pourquoi. Nous non plus d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. On ne s'est pas demandé pourquoi. Et elle y est allée, non pas tranquillement. Je crois qu'elle a vécu cette vie en courant. Elle a couru sur son chemin et elle nous a entraînés avec elle du coup. On est fait beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. On a parlé de Thaïs, on va parler un petit peu de Gaspard aussi. Gaspard, c'est ce petit garçon qui a 2 ans, 4 ans quand Thaïs naît. 2 ans quand Thaïs naît. Comment il réagit, Gaspard? Alors Gaspard, donc, il a 4 ans pour le coup quand on apprend la maladie de Thaïs. Il réagit avec le naturel d'un enfant. En effet, nous on a pris la décision de leur dire tout de suite, comme je vous disais, pour ne pas abîmer cette confiance qu'ils avaient en nous, parce que c'était leur vie, parce qu'on n'allait pas leur cacher quelque chose de si important. Alors quand on lui annonce, on est étonné de voir que c'est presque lui qui finit notre phrase en disant bah oui, mais moi je sais que Thaïs elle va bientôt être vieille. Alors quand on a 4 ans, être vieux c'est mourir. Et voilà, lui aussi, ça fait partie de sa vie. Lui aussi, il l'accepte dans une certaine mesure. Et c'est étonnant de voir à quel point cette épreuve de vie, moi ça m'a fait peur. Je vous avoue que ça m'a fait peur pour lui parce que je me suis dit, nous on est des adultes. Appréhender ça à l'âge adulte, c'est plus facile. On a eu 30 et quelques belles années devant nous. Bon voilà, même si les restes sont difficiles à vivre. Lui, il avait 4 ans. C'est vraiment comment ça peut ne pas abîmer la confiance dans la vie, l'avenir d'un enfant. Et vraiment, on a tout fait pour le préserver. On l'a amené, souvent c'est chez les psychologues qui ont déverrouillé des petits blocages. Et aujourd'hui, je suis vraiment étonnée de voir à quel point Gaspard est bien debout, bien dans sa vie. Alors la mort de sa sœur, évidemment, une source de souffrance, c'est une fragilité chez lui, mais c'est une grande force. Il a vécu ça, il aime la vie, il n'a pas peur de la vie. Et il a une façon de présenter Thaïs qui est totalement objective.
Il ne cache rien de ce qu'elle était, de la dégradation physique de sa sœur. Il ne cache rien de la beauté de l'âme de sa petite sœur. Et quand on l'entend parler de Thaïs, on se dit qu'il a tout compris, même s'il est encore aujourd'hui pas très grand. Quelle force il vous reste, Anne-Dauphine, pour affronter la maladie d'Asilis? Il me reste juste la force pour la journée. Il me reste à la fois de la force, et c'est pas que de la force de l'amour, je crois. C'est vraiment ce qui me reste. Alors c'est vrai qu'Asilis, elle a une vie différente. On a su juste après sa naissance qu'elle était malade. Donc c'était 4 mois après l'annonce de Thaïs. Ça fait 2 tsunamis en peu de temps, c'est un peu difficile à remonter. Et on lui a fait la même promesse que Thaïs. On a dit, finalement, on a des enfants, non pas forcément pour qu'ils fassent Polytechnique, non pas forcément pour qu'ils reviennent avec un beau gosse à la maison, mais pour qu'on les aime toute leur vie et pour qu'ils s'épanouissent comme ils l'entendent. Et on lui a fait cette promesse-là de dire qu'on l'aimerait aussi, quoi qu'il arrive. Alors le médecin, pour le coup, avait une possibilité de traitement, comme vous disiez tout à l'heure. On s'est lancé dans cette aventure complètement folle. Une greffe de moelle osseuse, surtout quand, comme moi, on ne sait pas ce que c'est que la moelle osseuse. C'est un peu compliqué. On est parti à Marseille, on est des mois et des mois, avec l'espoir que ça guérisse Asilis. Alors Asilis, elle a fêté ses 5 ans en juin, elle a 5 ans et demi aujourd'hui. Elle a une espérance de vie, j'espère, longue. La greffe a modifié sa vie, mais la greffe la maladie la laisse considérablement handicapée. Alors c'est un mot que j'apprends à apprivoiser. C'est différent de la maladie, il y a moins de bienveillance vis-à-vis du handicap que de la maladie. Et avec Asilis, c'est une toute autre vie qui nous attend. C'est pas une vie où on rassemble ses forces pour quelques mois ou quelques années, c'est plutôt une épreuve d'endurance, mais qu'on accepte de vivre sur le même rythme que Thaïs. On se projette pas. Moi, je sais pas comment ça sera quand elle sera adulte, je sais pas comment ça sera quand elle sera jeune fille, je sais juste comment ça se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai vu plein de choses difficiles pour elle, et puis plein de belles choses aussi, parce qu'elle a cette confiance dans la vie, elle a cette confiance en nous, et cet amour qu'elle nous apporte et qu'on lui apporte aussi. Donc je crois qu'Asilis, elle est très heureuse. Merci d'avoir répondu à cette question, parce qu'il y a plein de lecteurs qui s'intéressent à Asilis et qui disent Asilis, comment va-t-elle? Alors voilà, je voulais vous la poser. Vous avez appris la maladie d'Asilis et vous avez une phrase que j'ai relevée parce qu'elle dit votre réalisme et votre sens du présent. Nous sommes heureux et tristes à la fois. Pas évident d'envisager une autre petite fille que Thaïs. L'une arrive, l'autre part. Ah oui, c'est très difficile. Ça, c'est le moment où l'échographe nous annonce qu'on attend une petite fille. C'est très difficile et pourtant, c'est vraiment ça la vie. La vie avec, en effet, ses deuils et ses naissances. C'est compliqué pour nous de laisser une place à un autre enfant à ce moment-là. Vous le refusez un petit peu d'ailleurs. Vous dites, j'ai du mal à toucher mon ventre parce que j'ai peur de l'amour que je lui porte déjà. Alors en fait, je le refuse même complètement. Je pense que j'ai essayé de rentrer mon ventre. Moi, à 6 mois, c'est pas évident. 6 mois de grossesse, on a du mal à rentrer son ventre. Mais non, je crois que ce qui était compliqué, c'est que je savais qu'Asilis, que le bébé que j'attendais avait le risque d'être malade lui aussi. Et qu'on a du mal à mettre sereinement un enfant au monde quand on sait ça. C'est compliqué de le voir juste le bébé qui va naître et pas la maladie qui peut se profiler. Alors c'est vrai que j'ai jamais fait autant de rétention de mes sentiments. Je me suis empêchée de penser à elle. J'allais à mes rendez-vous, le gynécologue il me disait alors ça se passe bien votre grossesse? Je dis à quoi? Quelle grossesse? Enfin c'en était même presque risible. Et puis j'ai été émerveillée de voir que le jour de sa naissance, l'instant de sa naissance, pas le jour entier, je l'avoue. À la fin de la journée, c'était déjà à nouveau dur. Mais l'instant de sa naissance, il n'y a eu que la joie de la naissance, que la joie d'un bébé qui vient au monde. De cette jolie petite fille, plus jolie que les autres d'ailleurs, je trouvais vraiment ravissante, parfaite, qui était pleine de vie, on oublie tout. Et ça, c'est une magie, je trouve, qui nous a donné de la force pour toujours, parce qu'à ce moment-là, c'était de l'amour pur, de l'amour sans... Quoi qu'il arrive, ce bébé, on savait qu'on allait l'aimer dans la vie. Alors on a eu quelques minutes ou peut-être quelques heures de grâce comme ça, on était juste 2 parents complètement ébahis devant ce tout petit nouveau-né. Et puis ensuite, l'angoisse et la peur sont revenus, mais il y avait déjà l'amour. Il y avait déjà cette présence de cette petite fille qui nous invitait à croire en elle et à l'accompagner quoi qu'il arrive. Quand on vous entend, Anne-Dauphine, on a le sentiment que c'est l'éternité dans une journée, que vous avez une autre relation au temps que nous. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être une autre relation au temps.
J'en ai encore plus conscience depuis que quelqu'un est rentré dans ma vie, c'est Thérèse, c'est notre nounou qui est sénégalaise. C'est l'ange gardien. C'est l'ange gardien, oui, je dis nounou, mais j'ai un peu honte de dire nounou parce que c'est vraiment plutôt le pilier de la famille, notre équilibre, qui elle a cette notion du temps toute particulière et très africaine, qui ne perd jamais son temps, qui savoure tout le temps qui passe et qui nous a appris à faire comme elle. Et quand on est comme ça dans cette course effrénée, quand on a peu de temps, eh ben c'est bien d'arriver à en savourer chaque minute. Je pense qu'en effet, on a une relation, Loïc et moi, on a une relation au temps assez différente, et Gaspard aussi d'ailleurs. Il a beaucoup de mal à évaluer le temps qui passe, il a beaucoup de mal parce que on ne considère pas une vie comme 80 ans, on considère une vie comme juste une journée après l'autre, une succession de jours, et puis au bout du compte, on voit combien d'années ça fait. Mais ça change beaucoup de choses, et quelque part, c'est quand même un soulagement de faire comme ça. Ça enlève une bonne pression, ça enlève plein de peurs, plein d'angoisses pour l'avenir. Donc je vous invite à essayer, parce que c'est... Finalement, votre leçon de vie, elle est universelle en cela, c'est qu'elle introduit à une autre façon de voir la vie, de voir le temps, oui, d'habiter sa vie. Oui, et d'ailleurs, c'était étonnant, parce que quand le livre a commencé à avoir beaucoup de succès, il y a un moment quand même où ça m'a un peu stressée. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce livre ? J'imaginais qu'il pourrait convenir ou réconforter des gens qui souffraient. J'imaginais qu'il intéresserait des gens qui connaissent la leukodystrophie ou des maladies génétiques orphelines. Je ne pensais pas qu'il toucherait autant de gens et autant de cœurs. Et ça m'a un peu, j'avoue que ça m'a un peu fait peur à un moment, en me disant, j'ai pas la possibilité en plus d'arrêter cette machine. Est-ce que j'ai réveillé des voyeurs qui aiment comme ça découvrir les affres d'une maladie, même si le livre reste assez pudique ? Et j'ai réalisé que non, pas du tout. J'ai relu les messages qu'on a reçus sur Internet, sur Facebook, sur tous ces super moyens de communication actuels. Et j'ai vraiment compris que les gens, à la rigueur, c'est un peu violent ce que je veux dire, mais ils s'en fichent de la leukodystrophie métachromatique. Et peut-être qu'ils ont bien raison. Eux, ce qui les a intéressés, c'est en effet cette relation au temps qui est différente. Parce que comme moi, ils courent, on court tous dans la vie. Et puis peut-être... ce petit message d'espérance qui permet de dire qu'on peut être heureux même si la vie est dure. Alors il y a le succès du livre d'Anne-Dauphine, et puis il y a d'autres succès qui me paraissent aussi intéressants, hein, si on veut pousser cette réflexion sur la place que peut-être on a oublié de donner à la fragilité, à la mort dans notre vie. Il y a ce film qui s'appelle La guerre est déclarée, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Il y a ce film qui est en train de s'annoncer comme étant un espèce d'immense succès qui est Les Intouchables, qui parle aussi de l'histoire de cet homme qui est devenu handicapé et qui a tout changé de sa vie dans une autre relation précisément à la fragilité et au temps. Est-ce que vous vous sentez finalement au bon moment, à la bonne période, face aux bonnes personnes pour aujourd'hui pouvoir faire passer ce message-là ? Oui, je pense qu'il y a un bon concours de circonstances. Alors, je suis persuadée que cette envie de vivre au jour le jour, cette envie, cette petite lueur d'espérance, elle est intemporelle. Elle passe toutes les générations, elle passe toutes les époques. Mais il y a des moments où c'est quand même plus enfoui et des moments où c'est un peu plus difficile de les faire ressurgir. Et ces derniers temps, c'est vrai que tous nos codes de bonheur, les codes de bonheur que propose la société, qui sont plutôt des codes de confort et de jouissance, basés sur la réussite, basés sur le confort matériel, sont un peu mis à mal. On a une société qui a plus peur, qui est face à des crises économiques, qui est face à des crises familiales et autres. Et peut-être que ces deux petits pas, ils arrivent à point nommé pour dire que finalement, une belle vie, c'est pas forcément une vie où on va gagner des milliers des cents, avoir des biens matériels super. Même si c'est bien d'avoir tout ça, ça fait partie d'un confort qui est très agréable, mais que le bonheur, il peut se situer autrement. Et que ces compétences qu'on imagine incontournables, elles peuvent ne pas exister, que pourtant la personne soit toujours là et que la personne soit toujours digne d'aimer. C'est vrai que la fragilité, c'est un thème que je trouve qui est de plus en plus abordé, et sans tabou, sans honte, et une fragilité qui appelle comme réponse que l'amour, et un amour qu'on a envie de donner aussi, je pense. Vous disiez tout à l'heure, Anne-Dauphine, Thaïs a été malade, Thaïs ensuite était handicapée. Le regard que j'ai perçu, le regard que j'ai perçu n'était pas le même. Qu'est-ce que ça peut nous donner à penser du regard qu'on a, nous, à porter sur le handicap ou la maladie ? Non, mais moi, ça a été assez flagrant, parce qu'au début, évidemment, je disais que Azilis était malade, elle
était porteuse d'une maladie dégénérative. Et puis un jour, le médecin m'a dit, on est plutôt dans une situation de handicap, c'est-à-dire que la maladie évolue finalement assez peu, même si malheureusement elle continue à évoluer. Et Azilis, aujourd'hui, ne peut plus marcher, elle ne peut plus parler, elle comprend absolument tout, mais elle a un petit temps de réflexion. Donc il faut l'attendre, il faut attendre qu'elle formule sa réponse avec ses petits gestes et ses petits sons à elle. Et donc, il a employé le premier ce mot de handicap, et très peu de temps après, quelqu'un me demandait, alors votre famille, vous avez des enfants? Et donc je décris, je dis, votre fille n'est pas à l'école? Et je dis, bah non, ma fille est... Et j'ai employé pour la première fois ce mot handicapé. Et j'avais dit plein de fois auparavant que j'avais une fille malade, et la maladie, les gens vont vraiment vers vous, sont tout de suite très compatissants. Et le handicap, j'ai vu un mouvement de recul. Ce jour-là, le lendemain, le surlendemain, tous les jours, je vois ce mouvement de recul. Alors je vais vous le dire en toute simplicité, moi je laisse mon mouvement de recul. Je ne suis pas du tout de ce genre de personne à l'aise instinctivement avec les personnes handicapées. Non, j'avoue que moi aussi j'ai une légère réticence, parce que le handicap annonce la différence. Et c'est pas forcément qu'on trouve ça moche, c'est pas forcément qu'on trouve ça, mais c'est qu'on tout d'un coup, on ne sait pas comment faire. On est un peu perdu face à quelqu'un d'handicapé, ou quand on évoque quelqu'un d'handicapé, parce que c'est pas comme nous. Et finalement, quand c'est différent, ça nous fait toujours un peu peur. Alors je crois que c'est mon nouveau voilà, c'est ce que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est là, dans cette direction que j'ai envie d'aller, c'est de faire que le handicap soit perçu avec un peu plus de douceur. Alors c'est pour ça que j'apprends à apprivoiser ce mot, et à ne pas me réfugier derrière la maladie d'Azilis. Alors la vie de Thaïs et celle d'Azilis ont fait bouger des lignes, on l'a vu, peut-être celle du regard sur le handicap, sur le rapport au temps, et puis vous allez nous le raconter, Anne-Dauphine, vous avez vécu avec les soignants aussi une belle histoire d'amitié et peut-être, j'allais dire, de conversion à d'autres pratiques, pour eux en tout cas. En fait, on a vécu une belle relation de confiance. C'est pas évident, c'est même totalement antinaturel. Personne n'a envie d'avoir dans sa vie des médecins aussi présents qu'on a eu dans la nôtre. C'est-à-dire que les infirmières, surtout la dernière année de la vie de Thaïs, elle a été hospitalisée à domicile parce qu'on avait souhaité qu'elle meure à la maison. Elle a vécu 1 an et 1 semaine à la maison comme ça, en hospitalisation à domicile. Donc c'est tous les jours des gens qui viennent dans votre intimité, qui vous voient en pyjama, de mauvaise humeur, de bonne humeur, ou à moitié réveillés, enfin, dans tous les états de votre vie. Et surtout, on a réalisé avec les médecins, alors on est assez instinctivement aussi assez méfiant face aux médecins. Loïc, c'est même pas la peine. Dès qu'un médecin dit quelque chose, il conteste, il va vérifier sur Internet s'il a raison. Enfin, et pour lui, ça a été difficile, et pour moi, ça a été difficile de se faire confiance. Et si on s'est fait confiance, c'est parce qu'on s'est dit, la guerre médecin-parent, la première personne qui en pâtit, c'est l'enfant. Et pour Thaïs, elle avait besoin que ça se passe bien entre eux et nous, qu'on mette à son service nos compétences communes, eux leurs compétences médicales et nous nos compétences parentales, à son service pour la rendre le plus heureuse possible, pour que sa vie soit la plus confortable possible. Donc c'est un peu un pacte qu'on a signé, c'est vrai, avec les médecins. Dire, on vous fait confiance et faites-nous confiance. Notre seul objectif, c'est Thaïs, c'est pas la leucodystrophie, c'est Thaïs, c'est cette petite fille. Et on les a invités toujours à voir une petite fille. Alors ça, c'est difficile. Il y en a même un jour un médecin qui est rentré en disant « Elle est où la leucodystrophie greffée en cherchant Azilis ?» Bon, je l'ai laissé chercher longtemps. Je ne me suis pas manifestée. Et puis au bout d'un moment, il s'est agacé. Je dis « Non, mais si vous cherchez Azilis, dites-le moi. Vous dites la petite fille. » Et au début, ça l'a un peu offusqué. Et la fois d'après, il a demandé où était Azilis. Je pense qu'il a compris que pour des parents, on n'a pas affaire à un malade, on a affaire à un enfant. Donc on a invité à chaque fois les médecins, les infirmières à nous faire confiance en leur montrant qu'on avait confiance. Elles attendent aussi ça. C'était touchant de voir que le jour où Thaïs a quitté l'hôpital pour rentrer à la maison, un retour certainement définitif, les infirmières ont toutes pleuré. Elles quittaient leur petite princesse Courage, elles ont toutes pleuré. Quand j'ai raconté ça à une amie, elle me dit « Elles sont gonflées quand même, c'est pas leur fille. » Et moi j'étais heureuse de les voir pleurer. J'étais heureuse. Alors on reproche souvent aux médecins de montrer leurs émotions, mais je me suis dit au moins ça prouve qu'elles l'aiment, ça prouve qu'elles sont attachées à elle et qu'elles n'ont pas traité qu'une petite leucodystrophie. Donc on a appris voilà, à toujours évoluer ensemble, et on a appris très récemment que ça avait même beaucoup plus évolué qu'on pensait, parce que cette équipe d'hospitalisation à domicile qui est intervenue à la maison pendant 1 an et 1 semaine ne fait pas de soins palliatifs. Elle n'est pas là pour accompagner les enfants qui vont mourir,
Elle accompagne au contraire des enfants qui vont bien, mieux, et qui du coup peuvent sortir de l'hôpital en ayant toujours des soins. Donc les soins vont se faire à la maison avec une hospitalisation à domicile. Et le fait d'avoir accompagné Thaïs, ça leur a ouvert de nouveaux horizons. Et le médecin qui a suivi notre fille nous a appris récemment que depuis Thaïs, ils avaient engagé une démarche de soins palliatifs et qu'ils avaient pris en charge déjà plusieurs petits-enfants qu'ils ont accompagnés volontairement jusqu'à la mort, à domicile. Donc voilà, je trouve ça beau aussi de voir que ce chemin continue à ce niveau-là. Ça veut dire, Anne-Dauphine, que les lignes sont en train de bouger bien au-delà de ce que vous aviez évidemment imaginé au départ. Est-ce que vous avez envie de vous impliquer plus largement ou préférez la dynamique qui va s'installer tout doucement avec Thaïs qui aurait été au départ de tout ça? Alors, je m'engage un peu plus profondément. C'était pas forcément une demande de ma part, mais c'était au contraire une demande justement du corps médical qui attend souvent ce retour de parents ou ce retour de patients. Il faut dire que vous avez été invité récemment, je crois, à une réunion de plus de 800 médecins qui 800 psy et psychiatres. J'en ai jamais vu autant dans la même pièce. Alors là, on fait attention à ce qu'on dit. Parce que... Oui, mais parce que c'est au début, quand par exemple l'invitation de ces psychiatres et de ces psychologues, elle m'a un peu surprise. Ils invitent au cours de leur colloque un auteur qui vient parler d'un ouvrage référence en psychologie. Et ils m'invitent. Je me dis, ils ont dû se tromper quelque part. Et en fait, non, c'est parce qu'eux, ils y avaient vu une approche de la psychologie du côté des parents. Pas forcément tout n'était pas décodé. Moi, j'ai pas leur vocabulaire, j'ai pas leur façon de faire. J'ai juste un naturel de maman qui a décrit une situation dans laquelle eux ont pu voir, non pas seulement un témoignage, mais une forme d'enseignement. C'est une forme de réhumanisation. En fait, vous remettez de l'humain là où parfois il n'y en a plus beaucoup. Oui, mais je le fais comme ça, sans le vouloir, sans pour autant arriver avec mon fer de lance, je mets de l'humain partout. Mais je m'aperçois que c'est attendu, c'est demandé, et notamment pour toute la réflexion qui est un peu plus nationale sur le soin palliatif, pédiatrique. Le soin palliatif pédiatrique n'existe presque pas. C'est l'un des plus grands tabous, je pense, parce que la mort d'un enfant est un tabou, et la maladie d'un enfant encore plus. C'est malheureusement souvent une réalité. Et donc c'est vrai qu'il y a plusieurs mouvements qui s'initient en ce moment et qui me demandent d'y participer, alors j'essaye à ma petite échelle de le faire. Alors avant de donner la parole au public, je vais vous poser la question que probablement beaucoup dans cette salle se posent, qui a dû vous être posée des millions de fois. Vous avez mis beaucoup d'humain dans la vie des gens. Est-ce que vous avez mis aussi un peu de divin ou que le divin vous a beaucoup porté? Alors, c'est vrai que je suis catholique, croyante. Ce divin m'a pas seulement, cette foi m'a pas seulement portée. Je compare, je suis pas la seule d'ailleurs, c'est un poncif, l'épreuve à la montagne, à une montagne à gravir. C'est pas anodin d'ailleurs, c'est parce que quand on l'a gravi, on est plus élevé qu'avant d'avoir commencé l'ascension. Je comparais cette foi à ma lampe frontale. Et même si je suis persuadée qu'on peut gravir l'Himalaya dans le noir, c'est quand même plus compliqué. Donc moi, cette lampe frontale, elle a éclairé ce chemin que j'avais à parcourir, elle l'a éclairé différemment, elle m'a permis de l'appréhender d'une certaine manière, elle l'a certainement facilité. Ça n'empêche pas tout, ça règle pas tout, ça n'a jamais empêché la souffrance humaine, ça c'est certain. Est-ce que ça a pu donner peut-être du sens à un moment donné, plus rien n'en avait à vue humaine? Oui, ça en a donné tous les jours en fait du sens. Ça te permet aussi de relativiser la durée d'une vie, parce qu'aux yeux de l'éternité, 3 ans ou 80 ans, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais on n'en est pas resté pour autant très humain. Et après, je ne sais pas ce que ça fait chez les gens, et c'est peut-être pour ça que je suis heureuse que ce livre ne fasse pas état d'une foi annoncée, parce que le reste du chemin, c'est entre le bon Dieu et les gens, ça ne me regarde pas. Merci beaucoup Anne-Dauphine, je vais laisser la parole à tous vos lecteurs, vos lectrices qui sont venus vous rencontrer. Alors si vous souhaitez poser une question à Anne-Dauphine, c'est très simple, vous levez la main, puis moi je m'approche avec un petit outil magique. Super. Bonsoir. Ça fonctionne? Oui, je reste ici, d'accord. Un aspect peut-être un peu périphérique par rapport à
ce témoignage qui se suffit à lui-même, je crois. C'est l'aspect, l'aventure médiatique en fait que vous vivez. Moi, je vous ai vu sur Canal+ avec Ardisson. Ardisson, c'est pas attendre. Ils étaient tous scotchés sur le plateau, on peut dire ça. Ce qui donne l'impression qu'en fait, il y a une fécondité finalement de cette expérience, et c'est une fécondité de Thaïs. On ne peut que penser au grain de blé qui tombe en terre. Et donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous vivez ce parcours médiatique, parce que d'abord, ça prend du temps, c'est plein de pièges, c'est très difficile de raconter N fois la même histoire. Donc, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous incite à poursuivre ce parcours, et comment est-ce que vous le vivez? Alors moi déjà, je suis journaliste de formation, donc c'est vrai que c'est peut-être moins difficile pour moi d'appréhender les médias. Après, j'ai une chance, c'est que j'ai le trac, donc ça c'est bien. Ensuite, je ne vais pas non plus faire une conférence ou développer une théorie sur un sujet hyper pointu qui me demande des connaissances et des compétences. J'arrive avec mon expérience et les gens sont juste là pour la recevoir, ni pour me corriger. Et je n'ai jamais eu le sentiment justement de piège ou de questions retors ou quoi que ce soit. J'ai parfois été étonnée parce que, notamment sur le plateau d'Ardisson, les autres invités ne savaient pas sur quel sujet de quel sujet je venais parler. Donc à la fin, ils m'ont dit « Ah oui, on ne savait pas du tout, et en fait, parce que quand on vous voit, ça ne se voit pas. » Je dis « Non, mais heureusement, c'est pas... » Et je pense que ça, cela dit, je pense que ça a aussi participé au succès médiatique, c'est que les médias, et notamment la télévision, qui ont l'image, n'avaient pas forcément envie de voir une femme vraiment empêtrée dans son chagrin, parce qu'il y a un degré d'émotion au-delà duquel il ne faut pas passer, un degré d'émotion au-delà duquel les gens sont englués dans leur tristesse, et voilà, et ça ne devient pas possible. Je pense qu'ils m'ont reçue juste comme une maman qui avait traversé quelque chose de difficile, quelque chose que souvent eux considèrent comme le pire, et ils avaient envie de voir quelle était comment j'avais fait pour m'en sortir. Alors je continue, et je continuerai tant qu'on me demandera, parce que je trouve que ça a du sens, parce que je me dis, ne serait-ce que s'il y a quelques personnes qui regardent cette émission et qui tout d'un coup voient les choses autrement, ou pour lesquelles ça allège un peu le fardeau, je trouve ça bien de le faire. Donc je continuerai tranquillement, sans non plus me mettre la pression. Une autre question peut-être? Ah oui, au fond. Vous avez eu un autre petit garçon après Alice, et c'est pour lui que vous avez écrit le livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Vous nous avez parlé de Gaspard, la façon dont il a intégré en fait la vie de sa petite sœur. Pour Arthur, je crois, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'il grandit aujourd'hui dans cet univers qui est le vôtre? Alors il grandit comme tous les petits garçons. Enfin, moi je redécouvre ce que c'est qu'un petit garçon de bientôt 3 ans qui marche, qui se bagarre à l'école, enfin déjà qui va à l'école, parce que ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas accompagné un enfant un premier jour de classe. Donc je trouve ça merveilleux de retrouver cette normalité qui finalement est douce. Arthur, il est totalement naturel, il parle de Thaïs facilement, parce que je crois qu'il sait que nous aussi on en parle facilement. Il voit aussi que notre appartement s'est pas transformé en musée de Thaïs. Chacun a sa place, normalement. Il a eu cette mignonne petite phrase à peine 2 ans. Il a dit moi, Thaïs, je la vois pas, mais je la connais. Voilà, donc je pense qu'il l'appréhende comme ça, avec beaucoup de naturel. Il n'a pas non plus vécu la perte de sa sœur, donc ça reste quelqu'un d'assez immatériel. Alors quand il lui parle, que de temps en temps il parle, il regarde là où il se met à hurler, persuadé que plus il parlera fort, plus elle l'entendra, je pense. Et je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui est assez personnelle, mais qui va bien vous illustrer la façon dont Thaïs est présente dans notre famille. C'est quand je suis rentrée de la maternité avec Arthur dans les bras, donc il avait 4 jours. Il y avait Gaspard qui m'attendait dans l'entrée. Gaspard avait 7 ans, donc c'est quand même petit. Il m'a dit « Maman, je peux prendre mon frère ?» Alors je lui ai dit « Non, parce que toi tu sais que je joue au rugby, donc je ne vais pas te passer un tout petit bébé. » Il m'a dit « Si, s'il te plaît, parce que je voudrais lui faire visiter l'appartement. Je suis son grand frère, c'est à moi de le faire. » Bon, alors je me suis dit « Ok, faisons confiance. » Donc je lui ai confié son petit frère. Je l'ai suivi pas à pas à travers tout l'appartement.
morte de rire parce qu'il avait une façon de lui faire visiter en disant les toilettes, tu t'en fiches, t'as les couches, ça c'est ma chambre, t'as pas le droit de rentrer, c'est marqué interdit. Et c'était très touchant de voir cette relation de grand frère à petit frère. Et puis ensuite, il s'est installé dans le canapé. Il m'a dit tu peux sortir et nous laisser, il faut que je te dise un truc. Alors là, c'est pas la crainte qui m'a fait rester à proximité, c'est, je l'avoue, la curiosité. Donc je suis restée derrière la porte pour entendre Gaspard dire à son petit frère bon ben voilà, t'as vu papa et maman tout de suite le jour de ta naissance, nous on est venus rapidement le lendemain. Tu crois que tu connais toute la famille, mais en fait, il y a quelqu'un que tu peux pas voir, c'est ta sœur Thaïs, et je vais te parler d'elle. Et il lui a raconté toute la vie de Thaïs. Alors il lui a raconté toutes ses bêtises. Il n'en a pas loupé une, c'était impressionnant. Quand elle a fait tomber le sapin de Noël, quand elle avait mangé son gâteau d'anniversaire, enfin bref, tout ce qu'elle avait pu faire, il lui a raconté qu'on avait appris qu'elle était malade, il lui a parlé de sa, même si le terme n'est pas très beau, de sa dégradation physique. Il lui a rien caché de l'état dans lequel était sa sœur. Mais il lui a surtout décrit la belle âme de sa sœur. Il lui a décrit que c'était resté une petite fille. Il lui a raconté leur partie de cache-cache, les petits secrets qu'il pouvait les confier en disant c'était pratique, comme elle ne pouvait pas parler, c'était sûr qu'elle n'allait pas les répéter. Il lui a dit à quel point elle avait eu la chance de jamais aller à l'école. Il lui a vraiment raconté sa sœur sans rien cacher. Et en mêlant toujours cette croix et cette joie qui sont la vie de Thaïs incontestablement. Et je pense que même si Arthur n'avait que 4 jours ce jour-là, ça a imprégné la façon dont on lui a toujours parlé de Thaïs, sans rien lui cacher, en lui disant la vérité et en lui parlant juste de sa sœur. Merci Anne-Dauphine. Je crois qu'il y avait une main qui se levait tout au fond. Voilà. Il y a un téléphone qui sonne. Moi, j'étais là quand, à Saint-Léon, et à l'époque, c'était complètement plein, à craquer, c'était très émouvant. Mais moi, je ne vous voyais pas, j'étais un petit peu derrière. Maintenant, c'est bien parce que je vous vois. Et je voulais vous dire que c'est très, très émouvant et que continuer à témoigner comme ça, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que moi, j'ai perdu ma petite sœur, donc je sais ce que c'est. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est elle qui vient m'aider. Et c'est très, très important. Vous voyez, on parle toujours des vivants, mais elle existe, elle est là. Enfin, c'est comme ma petite sœur, elle me donne plein de signes. Elle vient nous aider. Parce que moi, j'ai été beaucoup touchée aussi par cette personne qui a perdu, cette journaliste aussi qui a perdu ses 2 petites filles. Et c'est pareil, elles sont là, elles sont avec moi. À chaque fois qu'il y a énormément de coïncidences. L'aînée était née le même jour que ma grand-mère. Enfin, il y a plein de coïncidences comme ça. Et Thaïs aussi, c'est pareil. Il y a plein de coïncidences. Et elles nous aident, elles viennent. Et souvent, on n'est pas bien et tout. Il y a une petite coïncidence comme ça. Elle est là, elle vient nous aider. Anne-Dauphine, votre prénom, madame? Marie-Pierre. Les témoignages comme celui de Marie-Pierre, vous en entendez souvent, cette proximité avec votre histoire, ce sentiment de vous avoir toujours connu, comme si Thaïs, voilà, on la connaît tous, il y a une vraie familiarité avec vous, ça vous interpelle, ça fait quoi? Je trouve ça merveilleux en fait, parce que je me dis, oui en effet c'est de la familiarité, c'est pas de l'intimité. Je sais que les gens ont été, je leur ai ouvert la porte de notre maison, je les ai même invités à un Noël tout particulier. Je les ai invités à rencontrer Thaïs d'une certaine façon. Et je trouve ça merveilleux de voir qu'en effet ça crée un lien, ça crée quelque chose. Et puis, alors vous c'est votre sœur que vous avez perdue, donc c'est une forme de douleur. Mais je suis toujours très touchée. J'ai récemment, dimanche dernier, fait partie d'une table ronde avec Anne-Marie Révol, la journaliste que vous évoquez. On ne se connaissait presque pas, mais il y a un lien qui nous unit, un lien très fort. C'est parce que cette souffrance-là, cette douleur qu'on peut ressentir à la perte d'un enfant, elle est pas comparable à une autre. Et on la reconnaît chez les gens. Donc ça crée un tout petit lien, pas du tout un lien morbide, pas du tout un lien qui fait qu'on discute que ça, mais une complicité. Anne-Dauphine, alors priorité au public. Monsieur. Vous avez parlé de votre fille handicapée, donc avec du mal à prononcer ce mot.
Vous ne nous avez pas dit comment vos fils, quelle attitude ont-ils vis-à-vis de leur sœur? Est-ce qu'ils ont peur également qu'elle meure donc à un terme relativement court? Et comment ils la considèrent, etc. Alors pour tout vous avouer, Azilis a failli mourir il y a un peu plus de 15 jours. C'était la première fois qu'elle était dans cette situation-là. C'était peut-être accidentel, en tout cas elle n'a pas atteint le stade terminal de sa maladie. Alors Gaspard a été assez affecté, il a dit « Ah non, je veux pas qu'elle meure, pas maintenant, je pensais qu'elle allait vivre plus longtemps. » Moi je suis partie à l'hôpital, il a joué toute l'après-midi quand même. C'est ça que j'ai trouvé magnifique, le soir il était à nouveau triste. Donc ils le vivent, ils savent que c'est une éventualité, mais je pense qu'ils ont quand même, enfin en tout cas pour Gaspard, une conception de la vie un petit peu différente. Quand un jour un copain de Gaspard lui a dit « C'est triste, ta sœur elle est morte trop tôt », il était petit, il avait 6 ans, il a dit « Bah non, elle est morte quand il fallait ». Il a cette conscience que la vie de chacun est unique et que la vie de chacun a son rythme et son temps. Et il n'a évidemment pas du tout envie que Azilis meure, mais il accepte que la vie d'Azilis soit peut-être plus courte que la sienne ou que celle d'Arthur. Alors quant à Arthur, lui c'est très différent, je pense qu'il n'a pas du tout conscience de tout ça. Mais ce qui était assez touchant, c'est de voir que, arrivant après sa sœur, en fait, il a un respect de l'aîné, et qu'à 1 an et quelques, il ne marchait toujours pas, ce qui m'a beaucoup inquiétée, parce que je me suis dit, est-ce qu'en fait il est malade, qu'on n'aurait pas détecté ou quoi? Et jusqu'à ce que je discute avec une psychologue en sa présence, et que la psychologue lui dise, Arthur, regarde-moi, tu as le droit de marcher avant ta sœur. Ta sœur ne va pas marcher, c'est son chemin à elle, toi ton chemin c'est de marcher. Alors vas-y mon petit bonhomme, marche. Bon, le lendemain, il galopait partout. Maintenant, j'arrive plus à lui courir après. Et c'est pareil pour la parole. Il faut qu'il apprenne à parler avant sa sœur. Il faut qu'il apprenne, qu'il ose. Et c'est très touchant de voir qu'il accepte complètement Azilis comme elle est. L'autre jour, il nous a dit « Papa marche, maman marche, Azilis marche pas, mon nounours marche pas. » Voilà, ça fait partie de sa vie. C'est vécu, je pense, avec tout le naturel des enfants. Alors peut-être que les questions difficiles viendront à l'adolescence ou à l'âge adulte. Mais pour ça, pour moi, c'est dans très très longtemps. Anne-Dauphine, en vous entendant, je me dis qu'il y a comme une familiarité avec le départ, avec la mort dans votre famille. Ben, il y a une vraie réalité de la mort. Et encore une fois, je vous dis, on n'est pas du tout morbide. On est vraiment plutôt joyeux, plutôt on aime la vie, on est des bons vivants d'ailleurs. Mais il y a une prise de conscience qui est un grand soulagement, je crois. C'est que la mort fait partie de la vie. Vous l'avez apprivoisé quand nous, on en est parfois plus capable. Oui, je l'ai apprivoisé. Et ne serait-ce qu'apprivoiser le fait de prononcer ce mot-là. Ça, c'est Gaspard qui me l'a réappris à oser dire le mot mort. Je dis toujours mort. Je dis pas partie décédée et tout. Non, je dis toujours mort, c'est une réalité. C'est pas un mot tabou, c'est pas un gros mot de dire le mot mort. Et Gaspard l'a dit beaucoup mieux que moi. La mort, c'est triste, mais c'est pas grave. Et quand il nous dit qu'on va tous mourir, ça n'est pas un oiseau de mauvais augure, c'est vrai qu'on va tous mourir. Voilà, donc la mort nous est pas familière, mais ne nous fait pas peur en tout cas. Avant la mort, il y avait le dépouillement. C'est une dimension, moi, qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, et qui vous a beaucoup, au départ, en tout cas je pense pour Thaïs, qui a été quelque chose de très fort. Thaïs a perdu la marche, puis la vue, puis la parole. Et c'est au moment où vous avez réalisé qu'elle avait perdu la vue, vous rentrez dans cette salle d'hôpital, et là, en tant que lectrice, j'ai senti que c'était au-delà de ce que vous pouviez supporter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la cécité de votre fille, qu'est-ce qui s'est rompu, qu'est-ce qui est devenu un abîme de souffrance à ce moment-là? Pourquoi la vue? C'est que je me suis imaginée aveugle. Vous? Ouais, je me suis imaginée aveugle. En fait, c'est ça, quand on a peur, quand on se dit « mais ça doit être horrible d'être aveugle », c'est parce qu'on s'imagine dans le noir. Et moi, bon, peut-être, je ne sais pas pourquoi, le noir me fait particulièrement peur. J'aime voir. C'est pas le lien avec votre fille qui semblait plus difficile, plus indéchiffrable? Mais non, parce que pour tout vous dire, j'ai réalisé à cet instant qu'elle était aveugle, mais je ne pense pas qu'elle est devenue aveugle à l'instant où je l'ai vue. Je pense qu'elle était déjà aveugle, depuis peut-être quelques jours. Et j'ai pas perdu ce lien. Et c'est de la voir, elle si calme, elle si naturelle, qui m'a apaisée. Parce que pour moi, c'est vrai que ça a été un cauchemar. Ça a été terrible. C'est mon cœur qui tremblait, c'était pas le sien. C'est moi qui pleurais, c'était pas elle. Et Thaïs, elle m'a appris ce dépouillement qui m'a appris le véritable amour. Aimer de façon inconditionnelle. Parce que c'est vrai que quand on y pense, elle a un peu tout perdu.
tout perdu de ce qui fait le lien, tout perdu des sens, tout perdu de ce qui nous permet de nous reconnaître, de communiquer. Alors, vous avez peut-être déjà constaté que j'étais bavarde. Moi, la communication, c'est quelque chose qui m'importe. J'aime bien communiquer. Et ça me faisait peur de ne pas communiquer avec elle. Et je crois que je lui ai juste fait confiance. Elle était petite, hein. Elle avait 3 ans. Je lui ai fait confiance. Je me suis dit, elle saura faire mieux que moi. Elle saura me montrer un nouveau chemin pour communiquer avec elle. Et à chaque perte d'un sens, j'ai découvert que ça n'appauvrissait pas notre communication, notre relation. Au contraire, ça l'enrichissait parce que ça l'affinait. Quand vous parlez du dépouillement, je l'ai éprouvé de la façon la plus extrême, parce que pour communiquer avec Thaïs, j'ai dû tout oublier. Oublier, moi, toute ma façon de communiquer. Je n'attendais pas une parole, je n'attendais pas un regard, je n'attendais pas ça. J'attendais juste ce qu'elle avait comme moyen pour me dire ce qu'elle avait à me dire. C'était peut-être, et c'est pas une vue de l'esprit, hein. Je suis pas, c'est pas de la télépathie non plus. C'est juste comment on peut émettre un petit tremblement de la main pour donner une réponse. Et pour ça, pour entendre ces réponses-là, il faut en effet soi-même se dépouiller et s'approcher au plus près et dire « je vais recevoir ta façon de communiquer. J'oublie moi, ça y est, je suis redevenue vierge en communication, apprends-moi à communiquer à ta façon. » J'ai toujours communiqué avec elle, mais j'ai toujours compris. Alors on n'a pas fait des grands débats philosophiques avec Thaïs, c'est certain, mais j'ai toujours compris tout ce qu'elle voulait me dire à tous les moments. Et je ne suis pas la seule. Les infirmières, les médecins, beaucoup d'amis qui sont venus auprès d'elle, les enfants de façon incroyable. Vous racontez un épisode lors des nuits auprès desquelles se succèdent évidemment amis, famille. Un petit garçon, il s'appelle Louis-Étienne. C'est un jeune homme. Il est jeune homme maintenant? Il était déjà jeune homme. D'accord. Alors racontez-nous ce Louis-Étienne. Alors Louis-Étienne, voilà, ça va. C'est un de nos cousins qui a été le grand amoureux de Thaïs. Thaïs, je crois, a changé sa vie à lui. Et un jour, il est venu faire une garde de nuit à l'hôpital. Il avait, je sais pas, 18 ans, 20 ans peut-être. Et il venait de se faire larguer, voilà. Il n'y avait pas quatre chemins. Et donc il est arrivé, il n'avait pas le moral. Je lui dis, mais ça va, tu veux quand même rester? Il me dit, bah oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc il est resté auprès de Thaïs comme ça, et puis il était en train de lui parler, mais en fait plus pour se parler à lui-même et dire à quel point il était malheureux, et à quel point il aimait cette fille, qu'il espérait la reconquérir et tout. Et puis à ce moment-là, Thaïs s'est mise à rire. S'est mise à rire, et tout d'un coup, ça lui a paru très léger, Louis-Étienne, tous ses soucis. Il a dit, bah oui, t'as raison, on va voir les choses comme ça, haut les cœurs, la vie est belle. Les grands-parents attendaient leur tour pour veiller auprès de Thaïs. Mais oui, mais c'est ça qui était étonnant, c'est de voir à quel point les gens sont allés avec enthousiasme auprès de Thaïs. Nous, on a eu du mal à demander de l'aide. On a eu du mal à les laisser s'approcher. D'abord parce qu'on se croyait fort et puissant, qu'on y arrivera tout seul. Et puis on n'y arrivait pas. Et donc on a demandé de l'aide et on a été estomaqués de l'enthousiasme qui n'a cessé de grandir. C'est-à-dire que je pense qu'au début, les gens venaient vraiment pour nous, par amour, pour nous rendre service, et qu'ensuite ils venaient pour elle. Ils venaient pour Thaïs. Parce que chacun, dans le secret de la nuit, dans ces petits moments qui sont toujours privilégiés, parce que c'était des moments qui passaient seuls avec elle, à s'occuper d'elle la plupart du temps, il rencontrait cette vulnérabilité et il découvrait cette forme d'amour. Et c'est un amour qui fait du bien. C'est un amour épuré, dépouillé, où on va au cœur, dans un vrai cœur à cœur avec l'autre. C'est une forme d'amour parfait, ce mélange de force et de faiblesse. Parce que je crois que l'amour sans la fragilité, c'est de l'orgueil, et que l'amour sans la force, c'est juste de la passion. Là, il y avait ça. Il y avait la force et la fragilité de Thaïs en face, et c'est du véritable amour. Une autre question? Je suis heureuse de savoir la signifie, parce que quand j'ai lu le livre, je me demandais est-ce qu'elle est encore magique. Oui, il est là, il est bien là. Pas de problème. François? J'en profite, hein. J'avais dit que j'étais en public, donc... Est-ce qu'Anne-Dauphine pourrait revenir sur ce point que vous avez abordé tout à l'heure? Vous disiez vivre au jour le jour, c'est la thématique de l'instant présent. Alors c'est amusant parce que c'est une thématique qui est à la fois une thématique spirituelle très forte chez tous les mystiques, et puis c'est une thématique qu'on rencontre énormément en psychologie,
Et alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, même si vous n'êtes pas un cabinet de conseil pour traverser la vie, mais enfin votre expérience, elle peut aider des gens. Les gens qui se projettent justement, qui sont toujours en train de se dire « et demain », et donc qui sont dans la peur de ce qui va arriver, alors que vous disiez tout à l'heure, ça n'est pas là. Est-ce que vous avez des choses à leur dire? Comment vivre l'instant présent? Comment l'accepter? Est-ce qu'il y a une démarche? Est-ce que pour vous, il y a eu... c'est une volonté? C'est un lâcher-prise? C'est quoi? Alors c'est une forme de lâcher-prise, et je crois que c'est au début, enfin, tel que je l'ai appliqué, c'est une véritable discipline. En plus, dans ce genre de situation où l'avenir est terrifiant, moi je sais que le lendemain de l'annonce de la maladie de Thaïs, toute la journée, je me suis dit, non, allez, ne te projette pas, vis l'instant. Je me suis vraiment disciplinée, je me suis obligée à vivre au jour le jour, à vivre l'instant T, sans imaginer ce qui allait se passer demain. Je crois que ceux qui se projettent doivent être des gens assez angoissés, j'imagine, pour vouloir maîtriser l'avenir, ou au moins ou l'anticiper, ou essayer de tout préparer pour cet avenir tel qu'ils l'imaginent. Je pense malheureusement qu'on peut préparer, c'est bien de préparer certaines choses. Moi je ne suis pas dans le carpe diem, je ne me dis pas, peu importe ce qui se passe demain, je m'en fiche, je prépare, là j'inscris Gaspard en 6e, voilà, j'anticipe aussi, mais j'y mets pas des craintes, j'y mets pas des espoirs, j'y mets pas des envies que je vais réaliser demain. Ce qui me fait plaisir, ce qui me satisfait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce rythme-là, cette façon de dire, et quand je me couche, je suis contente ou pas contente, je ne sais pas de ma journée, ça dépend des jours, mais je sais que j'ai vécu cette journée. Et c'est cette petite phrase du professeur Bernard qui dit qu'il faut ajouter de la vie au jour quand on ne peut pas ajouter des jours à la vie, elle est totalement valable dans la vie de Thaïs, qui avait une vie courte, mais elle est valable dans toute notre vie, juste en disant il faut ajouter de la vie au jour. On oublie d'ajouter de la vie au jour, je pense beaucoup. Et quand on se projette aussi loin, quand on se projette quand on sera, je sais pas, ou professionnellement quand on sera plus haut, ou personnellement quand on sera plus loin, je pense qu'on oublie d'ajouter de la vie au jour qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que vous ne vivez pas un paradoxe entre la volonté et ce lâcher-prise? Et est-ce que vous croyez que le lâcher-prise est moins fatigant? Alors, c'est-à-dire que vous faites confiance à une énergie qui vous traverse, que vous appelez amour. Alors le lâcher-prise est plus difficile. Le lâcher-prise, ça a été une des plus grandes épreuves de ce qui nous est arrivé, c'est d'apprendre à lâcher prise, parce que ça c'est la confiance. Ça se réapprend et ça se rééduque tous les jours, ce lâcher prise, Anne-Dauphine. Ah oui, tous les jours. Ouais, tous les jours. Et c'est en effet, je trouve que ça va avec le fait de vivre au jour le jour. On peut vivre au jour le jour sans lâcher prise. Je ne vais pas dire il faut, parce que je ne veux pas donner des leçons, mais on a appris à vivre au jour le jour en lâchant prise. Mais quand je parle du lâcher prise, c'est quelque chose de concret dans ma vie, parce que quand Thaïs est rentrée à la maison et qu'on nous a dit qu'elle pouvait mourir à chaque instant, moi j'ai branché un babyphone à côté de son oreille, à côté de sa bouche, gardé l'émetteur à côté de mon oreille, et je me suis dit, je vais l'écouter 24 heures sur 24, donc en restant toujours dans le périmètre d'émission de l'appareil, en me disant, pour être là à l'instant de sa mort. Alors pour moi, c'était inconcevable qu'une petite fille de 3 ans ne veuille pas mourir avec sa maman. C'était inconcevable, parce que je me pensais indispensable à ce moment-là. Je pensais que c'était une preuve d'amour que d'être là à ce moment-là. Et un médecin, et encore une fois, c'est cette confiance qui lui a permis de me dire ça, m'a dit, laissez votre fille vivre. Je m'ai mis complètement malade, celle-là. Comment est-ce qu'elle ose me dire une telle chose? Comment est-ce qu'elle ose me dire, laissez votre fille vivre alors que votre fille va mourir? Mais c'est vrai que Thaïs, elle avait peut-être pas envie de m'avoir à côté d'elle au moment de sa mort. Et là, je m'imposais. Non seulement je m'imposais, mais du coup, moi, je n'en vivais plus. Je ne faisais plus rien. Donc, si Gaspard avait envie d'aller se promener, je lui disais, non, je ne peux pas aller me promener parce que j'écoute ta sœur. Mais ma sœur dort, mais j'écoute quand même, au cas où. Et on vit que dans le au cas où. Et donc, ce médecin m'a invité à lâcher ce babyphone. Et c'était symbolique, ce babyphone. C'était pas que lâcher le babyphone, c'était accepter la vie de Thaïs et accepter la mort de Thaïs, comme elle le voulait. Ça m'a coûté, vous n'imaginez pas. Et j'apprends aujourd'hui, même avec Azilis, le lâcher-prise est plus difficile avec les vulnérables. J'apprends aujourd'hui à lâcher prise aussi avec Azilis et à me dire, elle va vivre sa vie, quelle que soit sa vie.
Penchez tous, tout contre notre petite fille. Loïc et moi retenons notre souffle pour recueillir le sien, le dernier. Thaïs vient de mourir. Adieu, petite Thaïs. Vous étiez là, sans babyphone. Oui, on était là sans babyphone. Et je le prends comme un cadeau. Voilà, je le prends comme la dernière déclaration d'amour de Thaïs. C'était qu'on soit là tout contre elle. Et je crois aussi qu'on a été là. Elle a senti au cours de ces mois qui se sont écoulés que maintenant, on était capable de l'accompagner. Une fois, elle a failli mourir. Elle avait failli mourir déjà. Un dimanche de Pentecôte. Et j'ai pas pu la laisser. J'ai pas pu, je me suis accrochée, je lui ai dit non, pas maintenant. Alors elle n'est pas morte à ce moment-là, mais je crois qu'à l'instant, cette expérience m'a fait réaliser que non, ça servait à rien, que je pouvais pas m'accrocher comme ça, et puis que j'avais pas non plus essayé de me préparer à l'instant de sa mort, que je gérerais comme je peux, avec ce que je suis, juste une maman et sa peine et son cœur. Mais tout au long de ces mois quand même, justement parce qu'on avait lâché le babyphone, justement parce qu'on avait accepté cette vie de Thaïs, on a accepté cette séparation aussi, et l'instant de sa mort, c'était juste, on l'a juste accompagné, avec beaucoup, beaucoup de paix, et c'était vraiment un magnifique cadeau, et je l'en remercie d'ailleurs, de nous avoir permis d'être à côté d'elle à ce moment-là. C'est elle qui l'a choisi. S'il y a d'autres questions, avant qu'on conclue cette soirée, non pas cette soirée, parce que je sais qu'après, il est prévu une longue séance de dédicaces. Bonsoir. Quel est le lien aujourd'hui que vous avez avec Thaïs? Justement, comment vous la mettez dans votre vie? Si vous lui parlez, si vous l'imaginez, si elle est toujours là avec vous? Alors oui, j'ai un vrai lien avec Thaïs. Alors j'ai appris récemment, justement à l'occasion de cette table ronde avec Anne-Marie Révol et un psychiatre spécialiste du deuil, que c'était la dernière étape du deuil, que ce lien immatériel et ce lien qui ne s'arrête jamais. C'est pas une question de croyance, c'est pas une question de conviction de quoi que ce soit, d'amour. C'est quelque chose qui est, qu'on le veuille ou non. C'est un lien qui existe quoi qu'il arrive. Alors je connais ce lien-là, un lien qui m'est déjà peut-être un peu familier, parce que j'avais appris à voir Thaïs sans qu'elle me voie. Enfin, j'avais appris justement à la percevoir sans les sens. Et c'est un lien qui est permanent. J'ai l'impression qu'elle est toujours avec moi. Ça n'empêche pas qu'elle me manque physiquement terriblement. Ça n'empêche pas que j'ai envie de la voir. Alors avant, je recherchais son odeur, je recherchais des petites choses comme ça. Maintenant, quand j'ai envie de la retrouver, je crois que discrètement, j'ouvre quelques pages du livre et puis je vais retrouver l'odeur de sa peau, la qualité de son sourire, des choses comme ça, à travers le livre. Alors peut-être que quelque part aussi, je l'ai écrit pour moi. Et on a chacun dans la famille, tous un lien avec elle, le lien qui est plus ou moins serein. Celui que j'ai avec elle est très serein, c'est vraiment ma petite compagne, Thaïs. Je la vois sans âge maintenant, et souvent d'ailleurs elle est d'une beaucoup plus grande sagesse que moi. Gaspard aussi a un bon lien avec elle. Il lui demande à chaque fois de lui souffler les bonnes réponses à l'école d'ailleurs. Il l'engueule quand elle ne veut pas, quand elle ne le fait pas. Il a même monnayé avec ses copains, en disant ma soeur peut vous donner les réponses, donnez-moi vos billets. Alors je sais qu'il lui parle aussi, qu'il lui confie tout. Voilà, donc on a ce lien qui est à la fois très personnel et pour moi très apaisant. Je vais simplement apporter un tout petit élément de réponse, Anne-Dauphine. Vous avez, dans votre livre, vous écrivez, vous concluez un des chapitres comme cela. Je sais avec une certitude inébranlable qu'un jour nous gravirons ce sommet au perché, tous ensemble, bien au-delà des nuages. Merci pour ce livre. Je travaille avec les enfants handicapés et les enfants autistes surtout. Et ça m'a donné beaucoup de courage pour travailler avec eux, surtout l'épisode de langage. Que
il n'y a pas de langage du tout, et simplement je regarde, mais je passe tout maintenant avec le regard et le toucher, et des ados très difficiles en même temps. Et je fais un stage avec des enfants normaux, entre guillemets, et j'ai redécouvert les enfants qui développent normalement, et ça a fait un changement de voix qui est une différence. Aussi ce livre, j'ai jamais pleuré en lisant ce livre, parce que ça remplit plein d'amour et beaucoup de rire, et je vous ai imaginé plein de joie. Je suis désolée de dire ça, mais je sens que c'est beaucoup plus de joie dans ce livre, et d'amour que vous apportez, que de tristesse. Et je remercie beaucoup le Seigneur pour ça, et je rends grâce au Seigneur pour vous, énormément. Et je suis venue avec ce métier pas par hasard. J'ai aussi perdu une sœur jumelle à la naissance. On sait qu'elle ne va pas vivre. Elle a vécu presque 2 ans en âge. Mais ça a été très dur pour mes parents parce qu'on n'était pas du tout accompagnés. Ils n'étaient pas du tout accompagnés par le médecin. Et c'est vrai de voir, je travaille beaucoup avec les médecins et les psychiatres et les psychologues. Et c'est vrai que c'est difficile d'entrer dans ce monde. Et le livre m'a permis vraiment de lire notre relation avec eux. Merci énormément. Merci. Puisque vous évoquiez les autistes et les enfants, les personnes handicapées mentaux, on s'est retrouvé avec mon mari, on est allé à Lourdes témoigner, et on a fait des témoignages auprès de nombreuses personnes. Et un soir, on avait un témoignage très particulier avec une quarantaine, peut-être une cinquantaine de personnes, les parents des enfants les plus atteints, les enfants les plus malades, les parents qui souffraient le plus. Ça a été un échange absolument incroyable, parce que nous, dans ce genre de circonstances, je peux vous assurer qu'on se sent très gâtés. Très gâtés parce qu'on avait cette petite fille joyeuse, qu'on comprenait toujours, que la souffrance, on a réussi à la maîtriser avec tous les médicaments qu'il fallait. Donc elle a souffert, mais pas du tout à la fin de sa vie, quand on avait des bons dosages, parce qu'on était unis, mon mari et moi, parce qu'on a été entourés, parce qu'on s'est compris avec les médecins, et que les gens qu'on a fait en face de nous, c'était pas du tout le cas pour la plupart. Donc ça a été difficile. Nous, ça nous a obligés aussi à aller vers eux, et à se dire, oui, on a de la chance. Alors, dites-nous aussi comment vous faites. Mais on s'est tous retrouvés, tous, sur un sujet. Alors quasiment tous en pleurant, c'est vrai. Mais sur un sujet, c'est sur l'amour qu'on avait pour nos enfants. Certains qui avaient du mal à le dire parce qu'ils ne comprenaient pas leur enfant et que c'était difficile. Mais cet amour-là, on s'est tous retrouvés dessus. Voilà, en se disant, ça fait comme une onde de douceur et d'émotion qui est passée sur nous tous quand on a évoqué cet amour-là, chacun. Et on s'est dit, oui, c'est vrai que nos enfants, quoi qu'il arrive, on les aime. On n'y arrive pas toujours à leur montrer, à leur dire. Et c'est aussi parfois parce qu'on les aime qu'on souffre, mais on les aime. Oui, monsieur. Merci. Bonsoir, madame. Vous êtes catholique et est-ce que quelque part vous pensez retrouver un jour Thaïs? Ah ben je ne le pense pas, je le sais. Vous, pardon? Je ne pense pas, je sais que je la retrouverai. Et sous quelle forme? Alors, la forme, je ne sais pas. Je retrouverai l'âme de Thaïs. Merci. Anne-Dauphine, on avait dit qu'on parlerait pas forcément, c'est votre souhait aussi, hein, de ne pas mettre forcément cette force de la foi en avant. On voit bien que les questions, malgré tout, nous y ramènent. Oui, toujours. Hein. Toujours, et vous évoquiez... Partout, y compris dans les milieux non professionnels. Monsieur, vous évoquiez Thierry Ardisson, il n'a pas pu s'empêcher, je crois que c'est le seul moment où il est sorti de ses notes, quand il m'a dit, mais vous avez la foi, parce que ça interpelle les gens. Ensuite, je suis à la fois aussi discrète, et je ne veux pas imposer cette foi-là, parce que au sein, par exemple, de l'association dont nous faisons partie, mon mari et moi, qui est l'association ELA, où on rencontre beaucoup de parents, et ce qui nous réunit, c'est pas notre religion, c'est pas notre milieu social, c'est pas notre couleur de cheveux, c'est qu'on a tous des enfants atteints de leucodystrophie métachromatique.
Et la grande majorité ne croit absolument pas, et ne croit absolument plus, et ne veut absolument pas croire. Et j'ai eu une maman que je ne peux pas évoquer sans émotion parce que son petit garçon est mort hier. J'ai eu une maman au téléphone quelques jours avant la mort de Thaïs, qui m'a dit à quel point c'était dur pour elle. Elle venait d'apprendre la leucodystrophie de son petit garçon, son petit Balthazar. Et elle me disait dire qu'il ne sera plus rien ensuite. Elle m'a dit, écoutez, moi je suis désespérée, je suis prête à mourir et à l'amener avec moi. Il paraît que vous arrivez à être heureuse, dites-moi comment vous faites. Alors là, c'est un petit peu compliqué. J'avais bien compris que je ne pouvais pas lui donner cette espérance de la foi, que je ne pouvais pas le communiquer, parce qu'elle ne l'entendrait pas. Parce que du coup, elle dirait, d'accord, c'est parce que vous avez la foi, moi je ne l'ai pas, donc je n'y arriverai pas. Et elle m'a obligée à rechercher dans l'humain, elle m'a obligée à rechercher dans l'amour universel la réponse pour lui dire à quel point on pouvait quand même être heureux. Alors ça m'a demandé un effort. Ça a été difficile de mettre de côté ma foi à ce moment-là. Et je l'ai fait, et je sais que ça a changé sa façon de voir. Et au sein de l'association aussi, j'ai vu des parents faire ce chemin tout seuls, être heureux et considérer la vie de leur enfant avec la même douleur et la même joie que la nôtre, sans pour autant croire. Chacun éclaire son chemin comme il le veut, mais l'essentiel c'est d'arriver à éclairer ce chemin. D'autres questions? François, on conclut? Voilà. Si tu veux conclure, après je vais dire un petit mot. Moi, je remercie Anne-Dauphine, en votre nom à tous, j'imagine bien sûr, d'avoir donné 2 heures de son temps là, pour venir avec sa petite lampe éclairer nos vies, nous faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui avaient déjà lu le livre. Voilà. Et puis on embrasse tous vos enfants, et puis particulièrement Atis. Merci.